Juin 1973. Un homme entre, menotté, dans le tribunal de Compiègne. A priori, rien d'anormal. Sauf que, quelques minutes plus tard, il ressort complètement libre avec un pistolet collé sur la tempe du juge. Cet homme, c'est Jacques Messrine. Et aujourd'hui, on va plonger dans la vie et la mort de celui qui allait devenir l'ennemi public numéro 1 en France. Alors, la question c'est comment est-ce qu'un seul homme peut être vu à la fois comme un monstre et comme un héros? C'est tout le paradoxe Messrine. D'un côté, un criminel qui a défié l'État de manière spectaculaire, et de l'autre, un symbole de rébellion pour une partie de la population qui voyait en lui une sorte de justicier anti-système. C'est cette contradiction vraiment fascinante qu'on va essayer de comprendre. Et pour vraiment saisir le personnage, rien de mieux que de commencer par un de ses coups d'éclat les plus dingues, celui qui a vraiment forgé sa légende. Alors, comment ça s'est passé? C'est du cinéma. Messrine est au tribunal, et là, il se met à se tordre de douleur, prétend avoir mal au ventre pour aller aux toilettes. Sauf que, bien sûr, c'est un piège. Un complice y a planqué une arme, un pistolet dans la chasse d'eau. Il le récupère, retourne dans la salle, et là, il sort l'arme, prend le juge en otage et s'en sert de bouclier humain pour se frayer un chemin jusqu'à la sortie. C'est du grand spectacle. C'est une humiliation, mais totale pour les forces de l'ordre. Et ça, c'est la signature Messrine. Ok, mais la question c'est comment on arrive là? Parce que non, Messrine n'est pas né criminel. Pour le comprendre, il faut remonter le temps, revenir à ses origines pour voir d'où vient cette rage, cette rébellion. Et là, on voit un parcours qui est plein, mais vraiment plein de contrastes. Il naît dans une famille bourgeoise, plutôt aisée, tout était tracé pour une vie respectable. Sauf que la guerre débarque et vient tout faire exploser. Son père est fait prisonnier en Allemagne, donc il y a cette absence. Jacques est envoyé à la campagne, c'est la vie rude. Et puis, le retour à Paris, c'est le choc. Il assiste à la violence de l'épuration, après la libération. En fait, c'est un gamin qui grandit dans un monde complètement fracturé, très loin, très très loin du futur qu'on lui avait promis. C'est incroyable cette dualité qu'on trouve chez lui, et ce, dès son plus jeune âge. D'un côté, on a l'enfance sensible au point d'organiser des funérailles pour un oiseau qu'il a tué par accident, et de l'autre, on a déjà le germe du tueur. La même forêt où il a enterré cet oiseau deviendra des années plus tard le lieu où il torturera un proxénète. Ces deux facettes, le sensible et le violent, vont cohabiter en lui toute sa vie. Ça en fait un personnage, profondément instable. Et puis il y a le point de bascule. Le moment où tout change, c'est la guerre d'Algérie. Il s'y engage, volontairement. Et là-bas, la violence devient la norme, son quotidien. C'est lui-même qui le dit. Et ces mots sont terribles. On a armé ma main, et cette main a pris goût à l'arme. L'État lui a appris la violence, et il y a pris goût. C'est le moment précis où tout s'effondre. Son respect pour l'autorité, sa boussole morale, tout est brisé. Alors quand il revient à la vie civile, Messrine plonge tête la première dans le grand banditisme. Mais très vite, la France devient un terrain de jeu trop petit pour lui. Son ambition est ailleurs. Sa carrière, elle, va devenir internationale. Direction l'Amérique du Nord. Avec sa compagne Jeanne Schneider, il part au Canada officiellement pour refaire sa vie. Mais l'ennui arrive vite. Ils se font embaucher par un milliardaire, se sentent méprisés et décident de se venger. Comment? En le kidnappant. Et là, c'est le début d'une cavale complètement folle à travers les États-Unis. Un vrai road trip criminel à la Bonnie and Clyde, digne d'Hollywood. C'est ça qui va les rendre célèbres dans le monde entier, juste avant de se faire pincer au Texas. Mais Messrine en prison, ça ne dure jamais très longtemps, même au Canada. Il ne reste pas les bras croisés, non. Il prépare son coup, il planifie méticuleusement son évasion d'une prison de haute sécurité, réputée inviolable. Et une fois dehors, il ne fait pas profil bas. Ah non, surtout pas. Au contraire, il enchaîne les braquages de banques, parfois même 2 dans la même journée. C'est un véritable pied de nez aux autorités. Il ne veut pas juste s'échapper, il veut les humilier publiquement. Et c'est à son retour en France que Messrine va vraiment atteindre le sommet. Il n'est plus un simple braqueur, il devient une obsession nationale. Une sorte de fantôme que toutes les polices de France traquent, jour et nuit, sans relâche. C'est là qu'il gagne son fameux surnom, l'homme aux 1000 visages. Et pour cause, Messrine est un vrai caméléon. Perruque, fausse moustache, lunettes, il change tout le temps d'apparence. Il se fond dans la masse et à chaque fois, il ridiculise un peu plus la police. Le plus fou, c'est qu'il prend des photos de lui-même déguisé. Il est parfaitement conscient de l'image, du mythe qu'il est en train de construire. Et même quand il se fait arrêter et mettre en prison, il continue de maîtriser sa propre histoire. Comment? En écrivant son autobiographie « L'instinct de mort ». Et ce livre, c'est une véritable bombe médiatique. Dedans, il dénonce les conditions de détention, les fameux QHS, les quartiers de haute sécurité, qu'il qualifie de torture.
Il se pose en rebelle. Et surtout, il jette un pavé dans la mare en revendiquant pas moins de 39 meurtres. On ne saura jamais vraiment la part de vérité et la part de fantasme, mais le choc pour la France est immense. Et puis, il y a le chef-d'œuvre. L'évasion de la prison de la Santé à Paris. La Santé, c'est la forteresse, la prison dont personne ne s'échappe, sauf Mesrine. L'opération est folle, complètement folle. Des armes cachées dans le parloir, des gardiens neutralisés, leurs uniformes volés, et pour finir, l'escalade du mur d'enceinte avec une échelle. Tout ça en plein jour, au cœur de Paris. Après ça, ce n'est plus juste un criminel, c'est une légende vivante, un mythe. Seulement voilà, après cet exploit, la dernière cavale de Mesrine va prendre un virage beaucoup plus sombre, plus violent. Le mythe du rebelle au grand cœur commence sérieusement à se fissurer. Et c'est là que tout bascule, que le mythe se brise vraiment. Mesrine, il avait une sorte de code d'honneur autoproclamé. Il se vantait de ne jamais s'en prendre aux innocents. Mais là, c'est fini. Il tente d'assassiner un juge chez lui. Il kidnappe un milliardaire pour une rançon. Et surtout, l'acte le plus terrible, il piège un journaliste, Jacques Tillier, le torture et lui tire dessus, le laissant pour mort. Fini le gentleman cambrioleur. On a affaire à une violence pure, déchaînée et sans aucune limite. À ce stade, la traque s'intensifie. Pour l'État, c'en est trop. La décision est prise, il faut en finir avec Jacques Mesrine. On est le 2 novembre 1979. Le piège est en place. Et il est sur le point de se refermer. Et la scène finale, elle est d'une rapidité mais foudroyante. On est porte de Clignancourt à Paris. La BMW de Mesrine est coincée par un camion bâché qui est en fait rempli de policiers. En une fraction de seconde, les bâches se lèvent, les hommes de la brigade anti-gang surgissent et ouvrent le feu. Pas un mot, aucune sommation. C'est une exécution qui dure à peine quelques secondes. Le bilan est brutal. 18 impacts de balles seront retrouvés sur le corps de Jacques Mesrine. 18. Ce chiffre, à lui seul, il dit tout de la violence de l'assaut. Mesrine n'a eu aucune, mais alors aucune chance de riposter. La force qui a été déployée ce jour-là, elle avait un seul but, s'assurer qu'il n'y aurait pas de nouvelle évasion. Et tout ça nous laisse avec la question finale, une question qui reste ouverte. Est-ce que c'était de la légitime défense, comme la police l'a toujours affirmé, ou bien une exécution pure et simple planifiée au plus haut sommet de l'État? Aujourd'hui encore, presque 50 ans plus tard, le débat n'est toujours pas tranché. La fin de Jacques Mesrine, finalement, elle est aussi controversée que sa vie. Et elle brouille pour toujours la ligne très fine qui sépare la justice de la vengeance d'État.